Et vous êtes toujours, enfin on l'espère, sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, c'est très important. L'émission à racaille du mardi 11 février 2020, qui s'est consacrée, pour sa partie artistique, à vous raconter les contes étranges de Niels Jacobsen au musée Bourdelle à Paris. Nous sommes allés avec ma camarade de Tchomba, un lieu qu'on affectionne particulièrement, pas forcément le musée, mais surtout ce qui est au fond du petit jardin qui est derrière le musée. Voilà. Ouais, même le musée. Alors, justement, je voulais présenter un peu cette exposition par plusieurs bouts. Déjà, ce musée, donc ce musée Bourdelle, là, on peut l'appeler un musée-atelier parce qu'on y retrouve justement l'atelier de Bourdelle. Hein. Ces Bourdelle, en 1885, arrivent dans ce quartier de Montparnasse, au 16 de l'impasse du Maine. Et là, c'est au milieu des jardins et des vignes, un moment où les ateliers d'artistes sont très très nombreux. Et on peut d'ailleurs, il y a le sculpteur aimé Jules Dalou, il y a le peintre Eugène Carrière qui sont aussi ses proches voisins. Et Bourdelle est resté enraciné près de 45 ans dans cette terre des arts, comme il l'appelle, et il est resté toujours fidèle aux ateliers qui, pour lui, sont tout à la fois, qui tiennent du laboratoire, du sanctuaire. Et au début des années 20, l'évidence s'imposait, c'était la création d'un musée qui sauvegarderait toute l'œuvre de sa vie. Alors Bourdelle voulait léguer son œuvre, comme l'avait fait Rodin, pour l'établissement d'un musée portant son nom. Il avait déjà dessiné plusieurs projets de bâtiments, de cours, sauf que tout ça ne s'est réalisé qu'après sa mort. Hein. Il y a eu des extensions et c'est devenu un musée donc, qui regroupe son atelier, son appartement, les jardins, et c'est un lieu qui est quand même très plaisant, qui maintenant n'est plus dans une impasse parce que la rue continue, mais qui est donc là vers l'avenue de rue Antoine Bourdelle, quoi. Et donc Antoine Bourdelle est un contemporain de Jacobsen, et c'est pour ça qu'on en vient à l'endroit où a vécu Jacobsen donc pendant son séjour à Paris. L'exposition relate un petit peu le travail de Jacobsen de 1892 à 1902, donc pendant une dizaine d'années, et pendant cette dizaine d'années il a vécu au 65 boulevard Arago à Paris 14e, et ce 65 boulevard Arago, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cité fleurie. Alors la cité fleurie, on en avait déjà parlé, j'avais fait un petit film où on avait pu se glisser à l'intérieur et regarder un peu tous ces ateliers. C'est des ateliers qui ont été construits entre 1878 et 1888 avec des matériaux de construction en fait qui provenaient d'un pavillon de l'alimentation qui avait été conçu par une belle pour l'exposition universelle de 1878. Donc une belle avait récupéré des matériaux et a fait 29 petits chalets blancs avec des pans de bois, et des artistes connus comme Gauguin, Modigliani, César Domela, Henri Laurence, Cadieux ont vécu à cette cité fleurie, dont Jacobsen et un autre peintre, Cariès, dont on parlera, un autre céramiste Cariès, sculpteur dont on parlera tout à l'heure. Et cette cité donc est toujours aujourd'hui réservée aux artistes. Elle a été la cible à un moment d'une opération immobilière, elle a failli être détruite. Elle a été sauvegardée en 1871 grâce à la mobilisation des riverains. 1971 grâce à la mobilisation des riverains. Et depuis 1994, elle est partiellement inscrite au titre des monuments historiques. Et le hameau et ses courts jardins sont définitivement préservés. Voilà, c'est déjà ça. Et on a même à l'entrée une plaque commémorative qui explique que cette dernière a abrité de 1934 à 1939 la bibliothèque allemande de la liberté. Une bibliothèque qui avait été fondée par des écrivains allemands qui étaient donc anti-hitlériens, qui permettaient de recueillir des livres proscrits par l'Allemagne nazie, et ce avec l'aide d'écrivains français. Donc voilà un petit peu dans quel milieu va évoluer Jacobsen. Alors, qui est ce Niels Jacobsen ? Donc, c'est un contemporain de Bourdelle, donc qui va vivre une dizaine d'années à Paris dans cette cité fleurie. Et cette cité fleurie devient donc un rendez-vous artistique, dont un groupe de Danois, justement, des Danois francophiles et des artistes,
comme son voisin, donc céramiste Jean Carriès. Donc ça, c'est une découverte qu'on a pu faire qui nous a vraiment plu, beaucoup plus que le travail de Jacobsen, oui, d'ailleurs. Il y a l'illustrateur et affichiste Jean Grasset, et à ce moment-là, Paris est avec Bruxelles et avant la sécession viennoise l'une des capitales du premier symbolisme. L'exposition donc tourne vraiment autour du symbolisme. Donc ce Jacobsen est un fils d'agriculteur. Il naît à Vejen, qui est une petite ville industrielle du Jutland, au Danemark, et il se forme à l'Académie royale des beaux-arts de Copenhague, dans la tradition du célèbre sculpteur Bertel Thorvaldsen, et qui est imprégné des modèles de la statuaire antique. Donc une bourse de voyage va le reconnaître, va reconnaître son talent et va lui permettre de voyager de l'Allemagne à l'Italie, à Paris, donc Paris bien sûr considéré comme la capitale des arts, où il s'installe donc en 1892 pour 10 ans, avec sa compagne qui est une peintre qui s'appelle Anna Gabrielle Rode. Et là ils vont attirer leurs amis danois. Voilà, donc après Jacobsen, je voulais parler aussi un petit peu de cet autre sculpteur, Jean Carriès. Je trouve qu'il partage vraiment un peu, on va dire, la vedette entre guillemets avec Jacobsen, si ce n'est plus. Hein. Oui, pas pour nous en tout cas. Ouais. Alors Jean Carriès, lui, il est né en 1855, il est mort en 1894, donc relativement jeune. Il est orphelin à 6 ans et il a été très tôt placé comme un apprenti modeleur estampeur chez un sculpteur. Puis il a suivi des cours aux Beaux-Arts. Après, il a quitté Lyon pour Paris et il a consacré tout son temps à la sculpture. Donc en fait, ça fonctionne. C'est un triomphe pour lui, doublé d'une réussite financière. Et malgré cette réussite dans la sculpture, en fait, il abandonne la sculpture, il préfère se consacrer au grès. On verra qu'au grès, quoi. On verra que dans cette exposition, il y a toute une salle qui est réservée au grès émaillé. Donc ce projet est né en 1878, quand il a visité la section art japonais de l'exposition universelle. Là, il a découvert les grès de la cérémonie du thé, et apparemment, il en a été complètement séduit. Donc il va se lancer dans cette aventure et il va s'installer à La Bertille, c'est pas loin du faubourg des Potiers, donc dans la région des Potiers de Saint-Amand-en-Puisaye, c'est un coin qu'on a eu l'occasion de visiter. Et grâce aux installations et aux compétences de Normand et Dion, il progresse rapidement, puis enfin il peut en 89 exposer ses travaux dans son atelier du boulevard Arago. Donc le succès fonctionne, et là il a une énorme commande qui est une porte. Et cette porte, en fait, c'est un monument qui est censé ouvrir une salle qui va abriter le manuscrit de Parsifal. Donc, c'est la dernière œuvre de Wagner. Donc, cette porte s'appelle la porte de Parsifal. Donc, il s'installe ensuite à Montrivaux. C'est une commune qui est à quelques kilomètres de Saint-Amand-en-Puisaye. Là, il travaille avec des tourneurs, des chimistes, des mouleurs. Voilà, donc il travaille énormément, et il s'intéresse donc toujours à ces poteries, aux émaux craquelés, et aussi à tout cet univers un peu de bestiaire fantastique. C'est ce qu'on verra dans l'exposition. C'est les pièces qui sont montrées. Donc il travaille toujours à cette porte, et en fait le travail sur cette porte va quand même l'épuiser. C'est un travail énorme, donc ça va consumer sa santé, son argent, et le précipiter après peu à peu dans la détresse et la ruine. Et il sera victime d'une pleurésie avec un abcès au poumon, et voilà, il va mourir. Il meurt en 1894, donc plutôt relativement jeune, mais il a eu le temps quand même de laisser une œuvre importante, quoi. Oui, enfin voilà, c'est encore une fois de plus une espèce de tragédie. Voilà. La vie des artistes, c'est pas toujours pour le meilleur. Ils ont des périodes fastes et puis ils tombent dans des trous sans fond, dont ils remontent souvent jamais. D'ailleurs, à l'entrée de cette exposition, il y a un de ses portraits, je ne sais plus par qui il a été réalisé. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans son visage. On a trouvé qu'il avait, on dirait, une bonne tête, mais oui, c'est un peu réducteur de dire ça. Mais peut-être à se choper la camarde. Il était une fois un petit garçon qui aimait bien se promener à la campagne. Et un bel après-midi, il est allé se promener du côté des marécages, là où les sols pleurent sur la terre et l'air est tout mouillé.
et la mousse qui descend des cyprès ressemble à un monstre à l'œil maussade. Juste à l'endroit où vivent les grenouilles. Eh bien, ce petit garçon, il s'assoit sur un tronc d'arbre et il écoute les grenouilles. D'abord, elle ne parle qu'en langage des grenouilles, croire quelques-unes disent... Et d'autres disent... Et encore d'autres disent... Et parfois, il y a des grenouilles qui font même... Eh bien, finalement, ce garçon, il ferme les yeux pour mieux entendre. Il écoute encore les grenouilles. Et là, les yeux fermés, il découvre qu'elle ne parlait plus le langage des grenouilles. Pas du tout. En bien écoutant, elle parlait le langage des gens. Il y a une grenouille qui fait... Et une autre grenouille qui répond en disant... Je suis ici. Je suis ici. Et une autre de demander... Ça. Ça. Et un crapaud de répondre... Et un très vieux grand-père qui chantait presque, qui dit... Enlève-le. Enlève-le. Et une toute petite grenouille... Je peux pas. Et puis, le chef de la tribu, en américain on dit the boss frog, avec les yeux gros et verts. Il sort la tête de l'eau et il dit bouh. Et en entendant ça, toutes les grenouilles, elles sautent dans l'eau et elles nagent au loin en faisant les grenouilles Steve Waring, parce que c'est ce qu'on verra dans cette exposition. Il y a deux grès émaillés de grenouilles assez sympas, justement. Une grenouille qui fait le gros dos, là, qui est avec une carapace, comme on pourrait dire, un dos un peu... oui, c'est un crapaud. Un crapaud. Alors, c'est des dos assez tourmentés. Ouais, voilà, avec un petit crapaud devant lui. Minuscule. Voilà. Ouais. Et puis un autre, une grenouille aussi, ou un autre crapaud avec des oreilles de lapin. Ouais, ouais. C'est un autre crapaud. Donc ça, c'est vraiment l'univers de Cariès, quoi. Mais il faut dire que le crapaud, il est beaucoup plus plastique que la grenouille. Il y a plein de bosses, plein de trous, plein de trucs. Voilà, c'est le crapaud. Donc Steve Waring illustre tout à fait cet univers un peu d'animaux qui peuvent aussi des fois pas être anthropomorphes, mais sur lesquels on projette toute une vie. Oui, tout à fait, parce que le crapaud occupe vraiment dans la littérature, dans la poésie, dans les contes, dans les histoires, etc. pour enfants. C'est vraiment un prince. Ouais. Et vous êtes, bien entendu, parce que là j'étais un peu perdu dans cette histoire de crapaud, vous êtes toujours sur, enfin on l'espère, à l'écoute de Radio Sous-Pente, la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille, qui poursuit tranquillement son petit chemin de la route vers la fin de la prestation avec
Ben là, on parle de l'expo. Non, l'histoire d'une mère. Voilà, on va parler de l'histoire d'une mère, parce que, voilà, pour chercher une lecture, effectivement, Jacobsen, l'univers de Jacobsen s'appuie sur l'univers des contes d'Andersen. Il y a quelques grandes sculptures qu'on a aimées ou pas, selon. Et donc, il y en a une qu'on a particulièrement aimée, qui est juste à la fin de l'exposition, qui s'appelle La mort et la mère, hein, où on voit une maman qui est complètement face contre terre, désespérée, en fait, et la mort avec sa faux là, qui s'en va et qui emporte sous son ventre, enfin sur son ventre, un bébé qui vient de mourir. Et en fait, cette sculpture fait référence à un conte d'Andersen qui s'appelle l'histoire d'une mère. Alors, effectivement, j'ai choisi cet extrait-là. Il y avait une autre sculpture qui parlait aussi des ombres. Et il y a un autre conte d'Andersen qui parle de l'ombre, qui s'appelle L'ombre aussi. Donc j'hésitais entre les deux, mais dans la mesure où on a vraiment préféré cette sculpture, je vais lire le début du conte d'Andersen. Je ne vais pas pouvoir le lire en entier, il est un petit peu trop long pour pouvoir le lire complètement. Une mère était assise auprès de son jeune enfant. Le chagrin se peignait sur son visage, elle pensait que peut-être il allait mourir. En effet, l'enfant était pâle, ses petits yeux se fermaient, sa respiration était faible, et quelquefois traînante comme un gémissement. La mère contemplait cette pauvre créature avec des regards pleins de tristesse. En ce moment, on frappa à la porte, et un pauvre homme âgé s'y présenta, enveloppé dans une sorte de houppelande fourrée, car il était glacé par le froid. L'hiver était rigoureux, la campagne couverte de neige. Le vent soufflait à couper le visage aux voyageurs. Voyant ce vieillard qui tremblait de froid, la mère profita d'un moment où l'enfant reposait pour verser de la bière dans un petit pot qu'elle offrit à son hôte, en l'invitant à se réchauffer à son foyer. Le vieillard était assis et berçait l'enfant. La mère se plaça tout près de lui sur un siège, observant son enfant qui respirait péniblement et agitait ses petites mains. « Ne croyez-vous pas comme moi qu'il se rétablira, demanda-t-elle, et que le bon Dieu me le prendra pas ?» Et le vieillard, qui n'était autre que la mort, fit un signe de tête tellement équivoque qu'on pouvait le prendre également pour un oui et pour un non. Alors la mère baissa les yeux, et des larmes baignèrent de nouveau son visage. Sa tête s'appesantit, car pendant 3 jours et 3 nuits, elle n'avait pas fermé les paupières. Elle s'endormit un moment, puis bientôt elle se leva, tremblante de froid. « Qu'est-ce » s'écria-t-elle, et elle regarda de tous côtés. Mais le vieillard et le petit enfant n'étaient plus là. Ce dernier avait été emporté par l'autre. En même temps, le balancier de l'horloge cessait de faire entendre son mouvement, et l'horloge s'arrêtait. La pauvre mère s'enfuit de la maison, appelant à grands cris son enfant. Elle rencontra dehors une femme assise et en deuil. Cette femme lui dit « C'est la mort qui quitte ta maison. Je l'en ai vue sortir avec ton petit enfant. Elle va plus vite que le vent et ne rend jamais ce qu'elle a pris. » « Dites-moi seulement quelle route elle suit, s'écrie la mère. « Montrez-moi la route et je retrouverai mon enfant. »« Je la connais, répondit la femme en deuil. Mais avant que je te la dise, tu me répéteras toutes les chansons que tu chantais à ton enfant. Je t'aime, je t'ai déjà entendu, je suis la nuit et j'ai vu tes larmes pendant que tu chantais. » Voilà. Donc va s'en suivre plusieurs rencontres. La mère va rencontrer plusieurs personnages et qui vont la retarder, et enfin à la fin elle va arriver à côté de la femme du fossoyeur, et là elle aura un dilemme. Justement, c'est ça qu'a aimé apparemment Jacobsen par rapport au conte d'Andersen, c'est que entre la fleur du malheur et celle de la bénédiction, elle va pas savoir quoi choisir. Donc c'est quand même un conte, c'est intéressant. Oui, raconté comme ça, oui, on peut aussi... c'est vraiment en corrélation avec ce qui se dégage de cette sculpture de Jacobsen sur cette mer, complètement effondrée par terre. On ne voit pas le visage, et dont on voit à peine la tête du bébé dans les bras de la mort. Voilà. Non, ça c'est quand même... C'est assez... on pourrait avoir froid devant cette sculpture, d'ailleurs. Voilà. Mais elle est assez réaliste, elle est assez dans le style des sculptures du 19e, elle se rapproche un petit peu de Bourdelle, sans être du Bourdelle, par rapport à plus acceptable pour moi, en tout cas pour mon comment dirais-je, mon goût.
de la sculpture que ces deux monstras. Il a fait 2 sculptures énormes. Elles s'intitulent comment déjà? Alors il y en a une qui s'appelle, je crois, l'ombre justement. Ouais. C'est celle qui est au milieu du musée là, qui est projetée, qui est projetée en avant. Et un autre, je crois que c'est un troll qui flaire la chair des chrétiens. Ouais, c'est ça. Bah alors c'est très anguleux, c'est vraiment. Enfin, pour moi, il n'y a aucune émotion qui se dégage de ces trucs-là. J'appelle ça des trucs parce que c'est pas très intéressant. C'est très germanique comme facture, de mon point de vue en tout cas. Voilà. Par contre, il a autre que la mer, il a fait aussi La Petite Sirène d'Andersen, qui est vraiment craquante, très délicate. C'est un plâtre, mais qui est vraiment, voilà, aussi dans la veine de ces sculptures du 19e, assez réalistes, mais très bien faites, très délicates. Et voilà, il y a de l'émotion. Dans ces gros machins, il n'y en a aucune, quoi. C'est froid, c'est monstrueux en plus, voilà. Ouais, c'est vrai que l'affiche a redonné un petit peu envie parce que c'est un de ces masques qu'on voit et en fait sur un papier on se rend pas compte de la violence même du côté froid, du côté anguleux, de tout ce qui met pas très à l'aise et en même temps qui provoque pas d'émotion. C'est dommage parce que c'est tellement géométrique que l'émotion n'est pas au rendez-vous alors que sur cette mer elle est là, la petite sirène elle est là aussi. Enfin c'est assez curieux. Ce que je comprends pas très bien, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui dessinaient ces 2 sculptures là. Elles étaient là, comme si c'était vraiment comment dirais-je, les choses les plus merveilleuses qu'elles aient eues dans leur vie. Ça m'a un peu intrigué quand même de voir cette passion qu'elles mettaient à crayonner sur ces 2 horreurs, voilà. En même temps, c'est plus facile, elles sont plus faciles ces 2 horreurs, de mon point de vue, à dessiner que la mort, la mer et que la petite sirène d'Andersen. Oui, je pense qu'elles sont plus simples. Donc, après, on va parler un petit peu de l'expo, mais heureusement, à part ces 2 sculptures un peu difficiles, en fait, on a vu beaucoup de belles choses. Oui, beaucoup de belles choses, mais c'est vrai qu'aussi, Cabriès, voilà. Il est quand même dans cette. On va en parler tout de suite, là, mais c'est quand même. Heureusement, c'est tout de suite ma camarade qui a fait chez Cabriès. Moi, j'étais pensé un petit peu la fesse distraite devant, mais après, je suis retourné, je suis un peu d'élève quand même. La Camarde, quand tu viendras, j'aurai un pied à l'ombre. La Camarde, quand tu m'auras, j'aurai creusé ma tombe. La Camarde, tu fais peur aux riches plus qu'aux pauvres, mais pour un triple viveur, la vie vaut la guimauve. Quand j'aurai vécu mes beaux jours, je t'aurai tant forcé la main que j'entendrai vibrer de loin les peaux séchées de tes tambours. La Camarde, quand tu viendras, j'aurai le pied si ferme que toi, la Camarde, au nez plat, ne croira plus au terme. La Camarde à ses rameaux, j'aurai mon habit neuf quand on a vécu en beau. Faut pas mourir en veuf pendant qu'il en est encore temps. Je joue ma vie entre 2 vins, celui de l'amour insouciant et l'autre qui vient du raisin. La Camarde, quand tu viendras, prends la porte du centre. La Camarde, quand tu viendras, j'en aurai plein le ventre. La Camarde, ne dit rien, je saurai tout d'avance. J'oublierai le quotidien pour penser aux vacances. Pour une fois, prends des yeux bleus, viens t'amuser un tantinet. Tu comprendras peut-être mieux quand je dirai viens, je suis prêt. La Camarde, j'ai aperçu ton nez dans la serrure. La Camarde, j'ai tout vécu avant la courbature. La Camarde, je te chante sur un rythme de danse. Ne joue pas à l'intrigante, l'heure est à l'échéance. Viens danser la marche des morts sur un échiquier qui s'endort. Tu es le maté, je suis roi. Adieu la vie,
chacun chez soi. La Camarde de Jean-Pierre Ferland. Et on va se finir, hein, vous inquiétez pas, ça vient, vous allez pouvoir reprendre votre sieste. Sur la station, dans la station, à la station Radio Sous-Pente, vous choisissez ces 3 phrases, celle qui vous convient. L'émission à Racaille qui va vous causer maintenant, tout de suite et sans attendre, de l'expo, de notre déambulation dans ce musée extraordinaire, comme le jardin d'ailleurs. Voilà, tout ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Ouais, toute cette plongée un peu, en fait, dans un monde, dans le monde onirique, dans cet univers. Alors il y a plusieurs salles. Hein, c'est un peu une exposition qui est faite par plusieurs thèmes. Donc il y a toute une première partie où on va parler un petit peu de la petite sirène, où il y a justement cette petite sculpture, et il y a, je sais pas si tu te souviens, il y a deux aquarelles de Gustave Moreau. Ouais. Chez mes Zouvien. Et Gustave Moreau, c'est justement dans ses aquarelles ou ses pochades, on aime beaucoup parce que on est toujours à la limite de l'abstraction, et il y a des peintures qui se mélangent, des couleurs qui se mélangent, et c'est vrai que ça nous fait, parce que Gustave Moreau était un symboliste aussi. Oui, les symbolistes, mais pas dans ces petites aquarelles. Et d'ailleurs, même au musée Gustave Moreau, on a vu justement ces petites pochades là, complètement abstraites. Hein. Là, il n'y avait aucun doute là-dessus. Bien avant l'abstraction. Ouais. Il y a une salle qui est plutôt réservée à tout ce qui est justement la poterie, le grès émaillé, qui est plutôt didactique, hein, où on a retrouvé des morceaux de terre cuite. Oui, c'est des échantillons, probablement chez le potier, il a fait des échantillons, des références pour son travail, voilà. Et ça, c'est intéressant à voir, oui, effectivement aussi. Ouais. C'est rare qu'on voit dans les expos une de ces étapes de travail indispensables pour conduire une cuisson de grès ou d'émail, enfin bref, voilà, c'est très intéressant. Ouais. De ce point de vue-là. Et c'est là qu'on voit des masques aussi de Bourdelle. Il y a plusieurs masques différents qui, en fonction des pigments, justement, n'ont pas du tout le même rendu. Mais les masques sont aussi intéressants dans leur découpage, leur travail, quoi. Oui, mais vraiment, là, moi j'ai découvert, en tout cas, parce que Bourdelle, quand on voit son œuvre, on voit Bourdelle, on ne voit pas d'autres gens que Bourdelle dans les expositions. Bordel, mais là, il était confronté, si vous voulez, à Nielsen, il était confronté à d'autres artistes, d'autres sculptures, etc. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était quand même un mec qui a un vrai style, en tout cas, et quand même quelqu'un qui a un travail, pour mon goût, en tout cas, vraiment humain, quoi, voilà. On sent qu'il aimait l'humanité. Voilà, c'est pas quelqu'un qui, comme moi, conchit l'humanité. Ouais. Alors justement, sur toute cette partie de céramique, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand un sculpteur travaille, il ne peut pas finaliser, puisqu'il a besoin, s'il y a besoin d'un bronze, il y a besoin de travailler avec d'autres corps de métier, tandis que le grès, justement, permet de tout maîtriser, puisqu'on va jusqu'à l'émaillage, donc on a vraiment une maîtrise complète de l'objet, et que là, les grès, donc c'est suite à cette découverte des expositions des arts japonais, et donc ça va être des formes qui vont pas être parfaites, hein, c'est des formes qui vont être un peu... c'est un peu racoup. Hein. Un peu racoup, des couleurs qui se mélangent aussi, des émails qui se mêlent, des coulures, enfin, c'est des formes un peu tordues, enfin, on sait que c'est des formes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on voit dans l'art japonais maintenant, avec les petits pots complètement lisses, hein, c'est beaucoup plus... c'est aussi l'art nouveau, un peu, c'est aussi... ça correspond un peu à tout. C'est l'aventure. Voilà. Et d'ailleurs, il précise que Jacobsen, en fait, lui, a quand même fait des recherches sur le grès émaillé, alors probablement sous l'influence de son voisin qui était Cariès, mais qu'il a travaillé sur ces grès émaillés tout au long de sa vie, mais qu'en fait, avant de mourir, il a fait disparaître ses recettes d'émaillage. Oui,
on reconnaît bien là l'égoïsme de certains artistes. Ouais. Alors Bourdelle, lui, par contre, quand Bourdelle a travaillé aussi le grès, puisqu'on a vu ses masques, mais Bourdelle, lui, confiait à Alexandre Bigot, qui était un céramiste et un chimiste expérimenté, le soin de mettre en couleur ses sculptures. Voilà, il n'allait pas jusqu'à faire de l'émaillage, quoi. Moi, j'ai connu un céramiste génial, contemporain, qui s'appelle Coville, je ne sais pas s'il y a encore, mais qui était un coloriste mais fantastique. Hein. Oui, j'ai jamais vu dans l'art de l'émaillage contemporain un tel niveau de comment dirais-je, de recherche aboutie, de beauté, de couleurs magnifiques. Ouais. Plus que des formes, c'est les couleurs chez Coville qui sont extraordinaires. Ouais. Alors, dans la partie, j'ai oublié de parler, dans la partie réservée un petit peu consacrée à la petite sirène, il y avait aussi une illustration d'Odilon Redon. Alors, il y en a un petit peu dans toutes les salles de cette exposition, des lithos d'Odilon Redon, et moi, j'étais complètement fan de tout ça. C'est dans c'est en noir et blanc, hein, mais c'est justement cet univers un peu étrange, complètement. Un peu magique. Et il y en a un où c'est justement c'est une sirène qui sort des flots, qui est vêtue de dard, et voilà, il y a un ciel qui est un peu fondu, et on voit cette sirène qui gonfle le torse avec des piquants sur le devant, et sa queue qui est un petit peu en colimaçon là. Enfin c'est assez fort toutes ces. Oui, je suis toujours très étonné d'ailleurs de voir ton goût pour quelqu'un comme Odilon Redon, parce qu'il n'est pas facile du tout. C'est quand même quelqu'un, comment on pourrait dire, c'est assez surréaliste ce qu'il fait, c'est assez fantastique. Voilà, il n'y a pas vraiment d'accroche avec la vraie vie, quoi. C'est pas un naturaliste du tout. ouais, mais c'est vrai que. Même pas un symboliste, enfin, ça tend au symbole, mais c'est même pas symboliste. Il est dans une zone de. Comment dirais-je, de création qui est un petit peu indéfinissable. Quoi. Ouais, mais alors, en peinture, je suis pas toujours, j'aime pas tout, mais là, c'est vrai que tout ce qu'il y avait dans cette exposition d'Odilon Redon m'a beaucoup plu. Il y a un des peintres qui s'appelait Lund, qui était un voisin danois, justement, de Jacobsen, qui lui faisait des peintures, alors très, justement, Art Nouveau, des arabesques et tout. Et là, j'ai trouvé ça insipide. En fait, il n'y a aucun des tableaux qui étaient dans l'exposition qui a soulevé une quelconque émotion, quoi. On restait de marre, parce que c'est vrai que les autres pièces à côté étaient quand même tellement plus intéressantes. Effectivement, il y a aussi beaucoup de sculptures de Bourdelle qui... D'ailleurs, c'est bien parce que quand on arrive dans le jardin de l'exposition, ce qu'ils ont mis, c'est à ce qu'il a fait ces grands monuments là au général Alcazar. Enfin, du coup, ça c'est pas très. Voilà, on n'aime pas trop ça. Et là, dans ces salles d'exposition, on retrouve des sculptures de Bourdelle qui ont quelque chose un peu d'original. Il y en a une que t'aimes beaucoup. Là, tu te souviens, c'est la terre. Oui, ou l'ombre. Oui, l'ombre. Ah oui. Il y en a deux, mais là c'est. Mais quand on pense que Bourdelle a fait ça. C'est au 19e, quoi. Au 19e. Mais c'est vraiment de l'art contemporain, quoi. Et quand même, comment figurer l'ombre en sculpture, en modelage? C'est quand même quelque chose de... Et là, c'est une espèce de masse informe avec deux creux qui symbolisent les yeux dans de l'ombre, quoi. Mais c'est vraiment, on peut pas, c'est indiscernable presque. On ne peut pas en faire le tour, quoi. Ces genres de sculptures qui se carapatent sous le regard. Vous ne pouvez pas la saisir avec votre regard. Voilà, il faudra y mettre les mains peut-être pour pouvoir la tenir en place. Et là, je trouvais que c'était deux monuments, d'ailleurs, qui se rapprochent un petit peu de certaines sculptures de comment déjà, Dominique? Cariès? À l'aide. Non, les sculptures... Ah, de Roberol. De Roberol, voilà. Roberol avait fait une grande sculpture pour l'EDF, là, c'était à Chooz, c'était pour la centrale de Chooz, non? Ouais, c'était un dieu mythique, là, un dieu grec. Bon, enfin bref, on a des échappées de mémoire, nous. Voilà, non, il y a quelque chose de vraiment fan. J'étais stupéfait de voir, j'ai jamais vu de sculpture comme ça, même contemporaine. Il fallait avoir un culot, ou une assurance, ou je ne sais pas comment expliquer ça, un esprit d'aventure extraordinaire pour concevoir ces deux sculptures. Voilà. Alors si vous pouvez aller
au musée Bourdelle, j'aimerais bien avoir l'avis d'un auditeur sur ce qu'il ressent en regardant ces ombres. Ouais. Mais cette salle qui est consacrée à la part de l'ombre, je trouve que c'est vraiment une des plus belles salles. À part justement l'ombre de Jacobsen, il y a aussi pas mal de gravures. Il y a une gravure d'Edouard Munch qui s'appelle Madonna. Il y a aussi d'autres gravures d'Odilon Redon. Non, je trouve cette salle est vraiment. Il y a une gravure de Kupka qui s'appelle La Nuit, qu'on connaissait pas, enfin qui est vraiment intéressante aussi. Et donc cette salle, je trouve qu'elle se met justement parce que les sculptures de Bourdelle sont sur la gauche quand on rentre, et après il y a ces lithos. Non, je trouve que c'est une salle qui est bien, quoi. Ouais. Et alors ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement toutes ces ombres, pour les symbolistes, l'ombre, elle est un peu comme un révélateur de l'irrationnel. C'est l'ombre. L'ombre, c'est l'irrationnel, l'incertitude, c'est l'arrivée de la mort aussi. Ça peut être des angoisses. Et là, il y a toujours cette référence au conte d'Andersen que j'évoquais tout à l'heure. Et dans ce conte d'Andersen, en fait, c'est un savant qui est dans un pays chaud, qui regarde son ombre qui change en fonction de la lumière. Voilà. Et à un moment, son ombre, en fait, il va donner congé à son ombre. Il va la laisser partir. Et en fait, il va avoir une nouvelle ombre, et l'ombre, en fait, va revenir sous une forme humaine, et finalement, cette ombre va complètement avoir la maîtrise de cet homme. Elle va soumettre cet homme. En fait, c'est assez curieux cette nouvelle, quoi. Ah oui. Ouais. Non, mais ça, oui, parce que l'ombre, c'est fugace. L'ombre, elle reste pas en place, parce que l'ombre, elle est fonction de la lumière aussi. Donc, si la lumière change, l'ombre change. Voilà, et suivant l'endroit où on se place pour la regarder, elle n'est pas du tout pareille, quoi. L'ombre s'allonge, rétrécit, disparaît, passe devant vous, passe derrière vous, passe sur le côté, etc. C'est quelque chose d'insaisissable. Voilà. C'est très mystérieux, l'ombre. Et surtout en sculpture, je trouve que là, encore en gravure ou en peinture ou en dessin, on peut symboliser l'ombre, mais en sculpture, c'est quand même, si on veut être au plus près de ce que l'ombre exprime, de non-dit, de non-faire, de non-existence, en même temps que d'existence, c'est extrêmement difficile, et je trouve que Bourdelle, il a réussi là une sorte de challenge invraisemblable. Ouais, alors la litho là d'Odilon Redon s'appelle et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Voilà, c'est une des planches. Il a fait un recueil sur l'Apocalypse de Saint Jean. Et là, effectivement, c'est un squelette qui a sa faux et qui est en train qui est debout et toujours avec des fonds noirs un peu mitigés. Enfin, ouais. Remarque, si on pense à l'élève de Rodin là. Camille Claudel, non. Camille Claudel, oui, quand elle a fait des sculptures sur la vieillesse, etc. Avec Cloto, là, oui. Ouais, qui peuvent évoquer aussi la mort ou l'approche de la mort, voilà, qui sont assez fantastiques aussi. Ah bah oui, c'était. Elles auraient pu. Oui, c'est vrai que Cloto leur place là. Tout à fait, Cloto aurait pu tout à fait. C'était la Parc, oui, aurait pu tout à fait être là. Ouais. Et il y en a une aussi, il y a quelque chose qu'on a beaucoup aimé, c'est ce marteau de porte fait par Bourdelle qui représente donc la Gorgone Méduse avec la main de Persée qui est en haut, qui lui coupe la tête. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un marteau de porte, donc c'est assez grand, hein, ça doit faire 50 ou 60 cm, et il y a tous les serpents donc de cette méduse là qui sont. Il y a une main qui tient les méduses. Les têtes des serpents sont au-dessus de la main et il le tient en l'air parce qu'il a eu la tête coupée. Et voilà, c'est un plat, mais aussi extraordinaire. Ouais, c'est Persée qui lui coupe la tête, quoi. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de l'exposition. La dernière salle, donc c'est cette sculpture sur la mort et la mer. Alors on n'a pas fait le tour de toutes les œuvres qu'on a vues. Hein. Après, voilà, l'exposition vient juste de commencer. Hein. Elle sera visible jusqu'au 31 mai. Donc vous avez largement le temps d'aller visiter le musée Bourdelle, si possible un jour où il fait beau pour profiter du jardin, parce que des jardins, parce qu'effectivement il y a le jardin à l'entrée du musée.
où il y a quand même quelques belles œuvres. Moi, je pense à cette fontaine, là, ce panneau de fontaine qu'il a fait, qui fait un peu penser à la porte des enfers en bien plus petit, avec des têtes qui surgissent justement dans tous les sens de ce panneau. C'est inachevé. Ouais, c'est inachevé. Donc, puis il y a quelques sculptures disséminées dans les bosquets. Pas les grosses bouses, hein, parce que là, non. C'est pas celles qu'on voit le plus qui sont les plus intéressantes. Voilà. Et puis il y a donc ce petit jardin derrière qui se termine sur ce lieu qui est un ancien atelier qui est maintenant réservé qui doit servir de vestiaire pour le personnel, mais lui qui a pas été touché, donc qui nous fait un peu rêver, quoi. Ouais. Alors ce qui est curieux, c'est que il y a devant cet atelier qui est du 19e en bois, qui semble assez fragile, etc. Il y a une immense sculpture d'un trophion à cheval, mais alors on peut passer dessous, hein, sans baisser la tête, hein, voilà. C'est d'une laideur, mais alors repoussante, pour moi en tout cas. Ouais, quand on voit ce que Bourdelle était capable de faire des sculptures vraiment avec beaucoup d'émotion, des choses humaines, mais là, quand il se lance dans des choses comme ça, il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas que ce tronfion sur son gros bourrin, mais il y en a d'autres qui sont de la même veine, sans cheval, mais qui font quoi, 5 mètres d'eau, 6 mètres d'eau? Ah oui, c'est... en fait, je ne sais plus quel général c'était pour mettre sur une place d'un pays. C'est un général Espingouin, je crois. Oui, oui, c'est en Amérique latine, je crois. Ouais. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que le cheval, effectivement, est grand, et il était sur un monument qui faisait déjà 3 fois cette hauteur-là, et aux 4 coins, il y avait des allégories. Ouais. Voilà. Bon, et les allégories sont bien quand elles sont en petit modèle, quoi, en maquette. Là, vraiment, alors, elles n'y sont pas, les allégories, là, en grand. Elles sont en petit, mais pas en grand. Sur un autre, si vous voulez, on pourrait dire... une maquette de cette grande bouse là. Mais oui, c'était sur un piédestal. Alors ça devait faire au moins 20 mètres d'eau, ce machin, je sais pas combien. Ah oui, c'est invraisemblable. Voilà, je crois que c'est le général Alvéar, voilà. Et je me demande comment d'ailleurs ils ont pu installer ces gigantesques sculptures dans ce petit bout de jardin. Ça, c'est un mystère pour moi. À moins qu'ils aient pris des grues énormes parce qu'il faut passer par-dessus les toits du musée, etc. Il n'y a pas d'autre accès. Hein. Non, c'est quand même... Il y a des choses qui sont un peu délirantes, quoi. Vraiment, des fois, l'être humain... Alors, bon, quand les Égyptiens avaient fait des sphinx qui font 20 mètres d'eau, bon, admettons, mais là, quand même... Et surtout que ça perd, vraiment... Il n'y a plus aucune sensibilité là-dedans. Ah, aucune. Mais après, il faut regarder justement les sculptures. Il y a un jeune apprenti, parce que dans ce... Ah oui, magnifique. Ouais, c'est ça. Il y a plein de petites sculptures qui sont hyper, qui sont vraiment touchantes, quoi. Il y a un jeune sculpteur, il fait 1 mètre de haut, quoi. Et alors, il a une massette à la main, et sa massette, Bourdelle a poussé le vis jusqu'à indiquer sur les 1, 2, 3, 4 faces de la massette l'endroit où elle frappe le fer de l'outil, enfin comment dirais-je, les ciseaux à froid, et il y a évidemment un creux, voilà. Et il y a les creux sur tous les côtés où un sculpteur peut frapper, parce qu'il peut frapper avec le côté le plus long, il peut frapper avec les côtés du côté le plus long, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et là, c'est quand même... Ça a l'air de rien, mais si vous connaissez un peu la pratique de la sculpture, vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose de très fini. C'est pas des trucs qui sont faits comme ça pour faire rire. Hein, non. C'est professionnel. Ouais, Bourdelle, c'est vraiment, vraiment un grand. Alors, quand on avait déjà parlé de Bourdelle, on avait précisé, mais on peut toujours le dire à nouveau, qu'il a aussi donné des cours à la Grande Chaumière et que c'était une passion, sa transmission pour ses élèves, c'était vraiment passionnant. D'ailleurs, il y a à l'accueil, à la librairie, à l'accueil, il y a tous les bouquins de ses cours qu'il dispensait à la Grande Chaumière, quoi. Et personnellement, vous me direz, je n'ai rien à foutre de mon avis personnel, et vous avez bien raison, mais je préfère vraiment, comme être humain et comme artiste, Rodin. Donc voilà, c'était notre petit viron au musée Bourdelle de la semaine dernière. Voilà. Le musée des horreurs, des peurs, gîte au fond de mon cœur, malheur. Sous la gaze dorée de fées
bataille fait rage, carnage. Le musée des horreurs est un palais maudit où s'accouple la fleur carnivore et la truie. Des glaciers cramoisis, fumants, glissent au fond des puits géants. Des vampires puants, bandants, offrent leur vie sanglante avant. Le musée des horreurs est un palais maudit où s'accouple la fleur carnivore et la truie. Des cercueils déterrés, béants, ont les parois griffées dedans. De grosses cendrillons joufflus et ventre des bouffons bossus. Le musée des horreurs est un palais maudit où s'accouple la fleur carnivore et la truie. Des roquets décharnés, bavants, écorchent des bébés vivants. Des démons ravissants sans bruit enculent des mourants, je crie. Le musée des horreurs, Brigitte Fontaine. Et tout de suite, on parle des expos, comme on le fait toutes les semaines. On n'a pas de grande nouveauté, on va répéter ce qu'on vous a dit la semaine dernière. Il y en a peut-être qui sont finis. Ouais, donc je pense qu'il faut, comment on peut aller à Jules Adler jusqu'au 23 février au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Bon, bah, cette exposition, quand même, Jacobsen, au musée Bourdelle, donc qui vient de démarrer, est visible jusqu'au 31 mai 2020 au musée Bourdelle, rue Antoine Bourdelle. Le Gréco, on peut le virer. Ouais, l'exposition Odon à Vannes jusqu'au 8 mars, l'exposition Barbara Epworth au musée Rodin jusqu'au 22 mars. Le musée du Quai Branly, Frappé le fer jusqu'au 29 mars. Le rêveur de la forêt au musée Zadkine jusqu'au 23 février. Ça sera peut-être notre prochaine destination. Ça fait beaucoup de sculptures, ça fait du bien parce que la sculpture est quand même souvent la mal aimée. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait proposer pour l'instant en attendant des expositions, en attendant d'aller voir Gros-Mère à la piscine à Roubaix. Ou d'aller voir peut-être une exposition au musée Marmottan, Cézanne et les maîtres, rêve d'Italie. Mais là, il faut attendre le 27 février, ou Otto Freundlich à Montmartre à partir du 28 février. Voilà. Donc là, pour l'instant, on vous propose, voilà ce qu'on vous propose. Et tout de suite, après les expos, nous passons à la lecture avec Même Dieu n'a rien vu. C'est pas le titre, mais c'est le chapeau de l'article. Le titre du livre, c'est Lève-toi et tue le premier, aux éditions Grasset de Ronen Bergman. Et c'est l'histoire des assassinats ciblés commandités par Israël. Et le canard ajoute sensationnel et effrayant. Je vais vous donner un chiffre. Ne quittez pas.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, Israël a assassiné plus de monde que n'importe quelle autre nation occidentale, constate l'auteur qui recense 2800 exécutions, une estimation prudente. Comparativement, durant ces 2 mandats, Barack Obama n'a ordonné que 353 attaques. De son côté, François Hollande, lui, a le pompon, qui a confessé en 2016 avoir donné son accord à 4 opérations homo pour homicide, et il fait figure évidemment d'amateur. Voilà. Ça, c'est un bouquin quand même de 935 pages qui coûte 29 €, traduit de l'anglais par Johan Frédéric L. Gedge. Voilà. Ouais, alors préciser qu'on l'a pas acheté, on l'a pas lu, mais effectivement ça doit être, c'est quand même un bouquin qui est le fruit d'interviews. Enfin, c'est un bouquin sérieux, quoi. C'est pas des chiffres qui sont donnés comme ça au hasard, quoi. Ouais. C'est raison d'État, quoi. Nous n'avons pas le pouvoir d'accorder le pardon à des personnages comme Ben Laden. Dieu seul le peut. Mais notre métier consiste à faire en sorte que Dieu et les terroristes se rencontrent. Voilà. Depuis des années, les services israéliens ne se privent pas d'organiser pareil rendez-vous. Un cadre du Hamas qui décède subitement d'un arrêt cardiaque dans un hôtel de Dubaï, un professeur iranien spécialiste du nucléaire qui périt dans l'explosion de sa Peugeot 206, le numéro 2 du régime syrien dézingué sur une plage par 2 snipers, un religieux du Hezbollah qui, après un prêche, est pulvérisé par un drone. Non, mais c'est invraisemblable. C'est un pays très démocratique, on nous le rappelle, qui observe toutes les lois internationales, etc. Bon, bref, vous connaissez le refrain. Ouais. Et oui, voilà, ouais. C'est la lecture. Après la lecture, le cinéma. Alors, cinéma, du vrai cinéma, hein, en salle quand même, enfin en salle, petite salle. Pas en mon nom, de Daniel Kupferstein, un film qui n'en est pas officiellement sorti sur les écrans, qui pour l'instant passe dans des séances militantes. Alors, un film qui nous a bouleversé, un film qui est vraiment très intéressant. Daniel Kupferstein, on en avait déjà parlé, il fait des documentaires, il a beaucoup travaillé sur l'Algérie, c'est lui qui a fait les balles du 14 juillet, qui a fait un documentaire sur Sharon, et là, pas en mon nom, parce que Daniel Kupferstein est juif, et en fait, pas en mon nom, c'est que l'identité juive ne soit pas récupérée pour... récupéré par Israël. Voilà, pour justifier de toutes leurs exactions, en fait. Oui, pour justifier, si vous voulez, de la répression d'abord en Palestine. C'est le premier chef, si on peut dire. Voilà, en France, avec son relais en France du CRIF, avec ce cher califat qui prétend parler au nom de tous les juifs de France, alors que sa petite association de quartier ne regroupe que à peine 10% des Juifs de France, voilà, que, si vous voulez, au nom des Juifs, enfin, en Israël, c'est plus Israël maintenant, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est un État juif, voilà, revendiqué par une loi constitutionnelle, donc tous ceux qui ne sont pas juifs et qui vivent sur le territoire qu'on appelle d'Israël encore, hein, eh bien, tous ceux qui sont des gens... alors, je vais parler en premier chef des Palestiniens, des Arabes israéliens, qui ne sont pas considérés comme des gens tout à fait normaux, et sans parler des Palestiniens, qui sont considérés vraiment comme rien du tout, quoi, qui sont vraiment des empêcheurs de tourner en rond, qui subissent tous les jours... si vous voulez, les rigueurs de l'occupation israélienne, sans aucune considération d'humanité, etc., réprouvés par toutes les instances internationales, mais ils s'en battent complètement. Voilà, ils continuent à tuer, à piller, à voler, à torturer, à assassiner. En premier lieu, les Palestiniens, mais ils sont aussi, comme le disent
ce bouquin écrit et dont parle le Canard, dans le monde entier, ils font la même politique. Tous ceux qui les gênent, ils les éliminent. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est à base d'interviews de personnes d'origine juive, plutôt élevées dans la laïcité, mais comment ils ont vécu leur judéité par rapport à leurs origines, comment ils ont pris conscience justement de cette récupération et comment ils se positionnent donc par rapport à Israël, par rapport aux Palestiniens. Et en fait, tout ce que à eux tous, ils forment c'est très pédagogique. En fait, on arrive vraiment à comprendre la situation et comment on peut vivre en étant juif, comment on peut vivre avec cet État d'Israël, quelles critiques on peut apporter. Oui, cet État d'Israël, et d'abord c'était relevé un peu. D'abord, j'ai eu ce sentiment incroyable pour moi, qui suis remonté comme une pile atomique contre cet État juif. Je le dis, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que de toute façon, les défenseurs, si vous voulez, de l'État juif me traiteront d'antisémite, mais moi je suis antisioniste à fond. Voilà. Et là, pour la première fois depuis des années, je suis sorti de ce cinéma où on voit quand même des personnages qui sont impliqués dans cette histoire juive. Je suis sorti apaisé, parce que on n'a eu que des gens mesurés, posés, qui souhaitent pas la haine du Palestinien, qui souhaitent pas la haine du tout d'ailleurs, qui étaient, comme l'a dit ma camarade, et comme ma camarade d'ailleurs, qui étaient des gens qui ont hérité, si on peut dire, malgré eux, parce que c'est pas de leur faute s'ils sont juifs, considérés comme juifs, mais qui vivent ça d'une manière très tranquille, en déniant, si vous voulez, à l'État israélien, en déniant au CRIF, à toutes ces instances, etc., de les représenter. Voilà. Ils disent qu'ils sont, eux, avant tout, des laïcs, ils sont avant tout des Français, ils sont avant tout, si vous voulez, dans la société civile comme tout le monde, et qu'on n'a pas à les désigner du doigt comme étant des juifs et qui auraient l'obligation d'adhérer aux idées du sionisme, voilà, en quelque sorte. Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est chacun leur prise de conscience, parce qu'il y a par exemple Ronnie Broman, qui est quand même une pointure, et qui explique à quel moment, d'un coup, il a pris conscience qu'il avait un papa qui était militant à la Haganah. La Haganah, c'est quand même une organisation terroriste qui a fait sauter quand même les Anglais aussi. Donc c'est intéressant de voir que malgré ce bain culturel, d'un coup, ça vrille sur autre chose, ça permute, ça passe à autre chose, parce que c'est plus possible. Et je trouve que c'est des gens, justement, c'est des intellectuels, donc c'est pas des gens qui réagissent qu'avec leur tripes. Il y a aussi toute une pensée qui se construit, quoi. Oui, mais il n'y a pas que des intellectuels, donc tous ces gens qu'on a écoutés, qu'on a vus. Il y en a beaucoup qui ont fait des livres, quand même. Il y en a beaucoup, mais il y a quand même ce personnage que j'aimais beaucoup, là, qui est au début... Michel Bloch, mais lui a écrit aussi. Oui, il a été écrit, mais enfin, il y a des gens qui ont l'air assez normaux aussi. Donc ce film, il n'est pas encore sorti en salle, mais nous, on avait un peu financé, parce qu'il y avait des demandes de contribution, et en fait, c'est dommage, j'ai envie d'acheter le DVD, parce que j'ai envie que ce film soit vu par une majorité de gens. Je trouve que c'est vraiment un film qu'il faut faire tourner, quoi. Et je voudrais revenir sur le cas de Ronnie Broman, parce qu'il a été, comment dirais-je, sioniste, mais à fond. Il est allé en Palestine très jeune, il a travaillé dans les kibbutz, etc., etc. Non, mais c'était au moment de la guerre des 6 jours, il était à fond pour Israël, etc., etc. Comme beaucoup de gens. Enfin voilà, c'était moi-même quand j'étais ado, j'avais une vision d'Israël qui était celle des kibbutz, ces choses-là. Si j'avais pu, j'y serais allé. Voilà. Non, il y a tous d'ailleurs. Plus ou moins, il y en a beaucoup. Il y a cet écrivain, c'est Ben Soussan, je crois. Esther Ben Soussa, oui. Ouais, qui sont allés en Israël, qui ont travaillé dans les kibbutz, etc. Donc ils ne parlent pas comme ça. C'est pas des penseurs purs et enfin qui vivent dans un monde. Ils sont allés sur place, et c'est sur place qu'ils ont compris. En Palestine, sur place en Palestine, je veux dire,
qu'ils ont, en Israël aussi, mais en Palestine surtout, qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Voilà. Et même par rapport à comment on peut dire, au système social, c'est-à-dire que ce monsieur Kissou, je crois qu'il est d'origine égyptienne, Oui, et quand il va arriver en fait en Israël, ou je crois même à Tel Aviv, toute sa famille parlait arabe, puisqu'ils étaient voilà, et en fait ils vont même se faire regarder de haut parce qu'ils parlent arabe en fait, et ça il en prend conscience une fois en Israël. Comme les séfarades qui se sont rendus compte qu'ils étaient pris, ils venaient d'Afrique du Nord, ils parlaient arabe aussi parce que c'était leur culture. Ils se sont fait traiter de Schwartz par les Eskénazes, mais même les Eskénazes entre eux, ils se traitent de Schwartz, suivant qu'ils sont polonais, hongrois, russes, etc. Il y a des tas d'exclusions au sein de la société israélienne. C'est pas une société lisse comme ça, tout le monde se vit sa judéité d'une manière égalitaire. Égalitaire, pas du tout. Si vous n'êtes pas de la même communauté, si vous n'êtes pas né dans le même pays, si vous n'êtes pas, etc., vous n'êtes pas un juif normal. Vous êtes même considéré, à la limite, juif peut-être, mais c'est à prendre avec des pincettes. Alors je ne vous parle pas des juifs éthiopiens, parce que c'est quasiment des nègres, hein, et voilà. C'est quand même. Mais ce film. Vraiment, je trouve que Kuhn-Perstein, c'est quand même quelqu'un parce qu'il est jeune, il a quoi, une quarantaine d'années. Oui, c'est jeune. Et c'est quelqu'un qui a tout compris. Et puis qui permet, si vous voulez, par ce film, de faire comprendre à des gens comme nous, aux gens de la société civile, quoi, que il faut pas se tromper de chemin, et que les Juifs, sont des gens normaux. C'est pas des gens qui viennent, vous voyez, le juif sus et tout ça, comment dirais-je, toutes ces choses, le complotisme, c'est complètement bidon quand vous voyez ce casting qui parle dans ce film. On est entre nous, entre êtres humains, on se comprend, on se dit des choses, etc. Même le mot juif ne signifie plus rien, pratiquement. Voilà. Donc après, on a vu quelques films, du coup on a beaucoup de choses en cinéma, mais bon, on va peut-être plus rapidement. Toi, tu as vu Braquage à l'ancienne qui est passé sur la 3, ça c'est grâce à notre copine Lolo que tu as pu le voir, parce qu'on l'a rencontré l'après-midi sur les quais devant ses boîtes, et qu'elle t'en a parlé. Donc, je suis content du voyage, parce qu'au moins, c'est un film qui est complètement immoral, parce que c'est 3 vieux qui braquent une banque, et il n'y a pas de blessés, pas de morts, rien, évidemment. Ils ont des pistolets qui tirent des balles à blanc, et qui à la fin redistribuent, parce qu'ils se sont fixés une somme à voler pour se rembourser, parce qu'ils ont été virés de leur boîte, etc. Enfin, une histoire très contemporaine d'ailleurs. Hein, ça se passe en Amérique où c'est beaucoup plus dur qu'ici, comme vous comprendrez si vous voyez le film. Et alors à la fin, quand ils ont fait leur compte, ils gardent la somme qu'ils avaient prévu de garder pour se la distribuer entre tous les 3, et tout ce qu'il y a en plus, ils le filent autour d'eux à des gens qu'ils connaissent, des ouvriers qui ont aussi été virés, etc., des petits vieux à un club qui fréquentent, et tout ça. Et voilà, et moi je trouve que c'est très très immoral, mais pour moi cette immoralité c'est ma morale. Voilà, donc je suis content. Ouais, par contre il passe pas en replay, c'est dommage, il faut essayer de le voir. C'est pas le genre de film qu'il faut passer trop souvent, parce que alors là, Voilà, alors moi sinon sur Arte, et ça c'est en replay, donc ça c'est intéressant, la fille du Puisatier, on peut le voir jusqu'au 20 février, magnifique film, Pagnol, Rému, alors Rému et Charpin, Josette Day, plein d'émotions, un jeu de Rému fantastique, enfin Rému il peut vraiment faire pleurer, quoi, on rentre dans son jeu, donc je vais pas rentrer dans les détails du film, mais il faut aller le revoir sur Arte. Moi, le début m'a paru un peu long et agaçant parce qu'il y a un jeu de séduction et tout qui est un peu pénible, avec un peu l'idiot du village là qui est par Fernandel, qui se fait un peu prendre, qui est un peu dupe. Mais finalement, après, le film bascule et on n'est que dans l'émotion et les larmes retenues quand même, quoi. Voilà, et sur Arte, ça c'est grâce à toi, c'est le portrait retrouvé, c'est un documentaire, c'est le portrait de Luciani, donc un documentaire qu'on peut retrouver jusqu'au
jusqu'au 22 février. Le portrait de Luciani, c'est quelqu'un qui trouve un portrait à Luciani et qui soupçonne que c'est un tableau de Léonard de Vinci. Donc le film est toute l'enquête, un peu comme un thriller en fait, qui va permettre d'identifier si ce tableau est bien Léonard de Vinci ou pas. Et là, vous voyez la complexité du travail de, comment dirais-je, d'investigation, d'enquête. D'investigation pour pouvoir prouver avec une certitude absolue que c'est un Vinci. Et vous voyez par la même occasion, à travers les recherches qu'ils font, la complexité du travail de Léonard de Vinci. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Alors, avec son écriture à l'envers, avec ses moyens techniques, ses machines qu'il invente pour regarder le modèle, etc., lui faire des yeux qui ne sont pas dans la réalité. C'est impossible d'avoir des yeux comme ça, etc. Enfin, dans cette position, c'est quelque chose d'invraisemblable. Une technicité presque surnaturelle, quoi. Voilà, c'est ça. Ça permet de refaire le trajet un peu de la vie de Léonard de Vinci depuis l'Italie et puis jusqu'en France. Mais effectivement, de voir comment on arrive à reconnaître le bois, comment on arrive à imaginer, comment il travaillait presque à la minute, quoi. C'est ça qui est incroyable. Voilà. Donc voilà, c'est à regarder, c'est vraiment, ça dure 1h30, mais on voit pas le temps passer, quoi. Maintenant, vous venez, je vous rappelle, enfin c'est un petit rappel, vous n'êtes pas stupide quand même, mais enfin bon, Radio Sous Pente, c'est pour les nouveaux venus, ça, ou ceux qui se prennent en cours de route notre émission. Vous êtes sur Radio Sous Pente, qui est la station des Rapins sans foi, sans voix et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet arracaille.fr. Et on remercie en suivant nos camarades Claude et André de la Nation, car ils nous aident d'Aperpet, une artiste qu'on connaît et qu'on aime beaucoup. Voilà, Marie-Christine Béguet, une graveuse de Pugeot dans le Gard, donc une gardoise. Hein. Avant, elle était à Roquemort, voilà, qui était dans le Gard aussi, un petit village du Gard. Hein. Claude et William, nos amis camarades de Brest, voilà, on espère qu'ils vont bien, que ça roule pour eux, voilà, parce qu'on les aime, hein, oh là 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 là. Pas faire de jaloux, mais quand même. Mais quand même, on les aime, hein, parce que et puis ils le méritent en plus. Bon, voilà, parce qu'il y a des gens qu'on peut aimer parce que c'est comme ça que ça se passe, mais bon. Ah non, j'en ai fait tout ce que j'avais fait. Claudine, une camarade à ma camarade, Jean Peduzzi du Val d'Oise qui nous envoie des choses intéressantes. C'était quoi le dernier c'était un truc un peu délirant avec un cours de mathématiques avec des chiffres, des lettres de l'alphabet qui correspondent à des chiffres. En fait, où on s'aperçoit que quand on parle de se donner à 100%, voilà, c'est un peu une blague. Que la personne qui donne à 100% à son travail, finalement, est la personne qui partage le lit de son patron ou inversement. D'accord. Corinne, notre tapissière bien-aimée, et Joël, notre alésienne du Caire qui est perdue dans un désert d'Afrique du Nord ou d'Égypte, on ne sait plus très bien. Enfin, Corinne s'inquiète un peu quand même, parce qu'elle n'a pas de nouvelles. Anne-Emmanuel et Frédéric, deux artistes qu'on aime beaucoup aussi. Frédéric qui est de Schnorr, de Lille. Voilà. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure, Agnès Dubar, une graveuse qui est aussi en relégation dans l'Ariège, Thierry Morciot, un graveur belge qu'on adore aussi, de Bruxelles, Colette, la veuve du peintre, du plasticien Odon, voilà, qui consacre son temps à faire la promotion de l'œuvre de son compagnon, comme Jacqueline Imbert pour Raymond Imbert, Liliane et Laurence, des camarades à ma camarade, Laurence qui nous refile des tuyaux là pour des films, parce que c'est des films, des interviews, enfin bon, et qui nous prêtent des bouquins. Et Liliane et Laurence qui écrivent sur le pseudo de Claude Isner des polars. Là, vous verriez les frangines, on est loin d'imaginer quand on les voit qu'elles écrivent des polars, hein, parce qu'on a une idée que c'est un mec surtout d'abord, et puis voilà, donc presque un gangster, quoi. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, on espère qu'elle va mieux.
Michel Pelloual, mon voisin du dessus, mon ex-voisin du dessus, voilà, un peintre qu'on aime beaucoup aussi. Marie-Christine et Christophe, deux militants qu'on aime beaucoup. Cécile, tu la sens ma 5e puissance, une émission qu'elle animait sur une radio concurrente qu'on n'aime pas. Et la Rousse Flamboyante qui est plus fondante, il paraît qu'elle est blanche, maintenant c'est terrible. Bon, José Arthur du Mélange, toujours pareil, qui anime une émission sur cette radio. Bref, bon, ils ont du courage, hein, tous les dimanches après-midi. Voilà, Anne-Isabelle Roubat, il y a une peintre de Bois-Marlotte, voilà, dont on a visité l'atelier, etc., etc. Parce qu'on avait vu des œuvres d'art à la librairie L'Empreinte à Bourg-en-Marlotte, une librairie tenue par Florence Quenu, dont le frère est adjoint à la culture de Bourg-en-Marlotte et qui organise des expos superbes. Et puis Colette et Alain, comment dirais-je, qui s'intéressent à quelques rapinos et qui les aident à vivre. On les aime. Christophe dit Lulu, un commissaire-priseur. qu'on aime bien, il est assez atypique. Vous voyez. Ouais. Et notre auditrice de l'Île-Adam, moi j'aime bien le penser à elle aussi parce qu'elle nous avait contacté, donc c'est sympa. Ouais. Voilà, l'émission est à l'écoute sur notre blog aracai.fr et on va s'en aller avec la petite Mélisse Mel pour une chanson qui s'appelle Aux armes. Voilà. Salut les copines, salut les copains, à la prochaine. À la semaine prochaine, normalement. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté, liberté chérie, ceux qu'on la thune